Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui les amis, on va s'éloigner un tout petit peu du sujet de l'immobilier, mais quoique vous allez voir qu'il y aura quand même de gros parallèles. Aujourd'hui on va parler reprise d'entreprise. Je vous ai dégoté une experte du sujet et on va balayer ça ensemble lors de l'interview dans quelques instants. Je vous laisse encore patienter quelques instants. Donc, vous avez été également très nombreux à me faire des retours sur l'épisode de la semaine dernière sur l'association, comment bien choisir ses associés, à quel point ça pouvait être important dans son évolution en fait tout simplement, à partir du moment où à titre personnel on va être bloqué sur son endettement par exemple, ou si on n'a pas toutes les compétences nécessaires. L'importance justement d'aller chercher une association qui va être gagnant-gagnant finalement pour tous les partis. Donc voilà, c'est un sujet qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs, n'hésitez pas également à me dire les prochains sujets que vous voulez que je traite. Alors là, il va y avoir quelques interviews à arriver prochainement, mais sur mes épisodes solo de l'été, n'hésitez pas à me mettre un petit message Insta, tout simplement, pour me dire les sujets que vous voulez que je traite. Donc voilà. Donc je vous ai fait la semaine dernière un très gros tour de piste sur la partie les actus de GG où je vous partage clairement mon quotidien d'investisseur immobilier, de marchand de biens, de chasseur. Et puis cette semaine tout simplement on va pas refaire un état des lieux, il n'y a pas grand chose qui a évolué. L'opération de marchand de biens sur lesquelles on a fait une offre sans condition suspensive de financement poursuit son cours. J'ai mon associé qui a validé le bien, qui l'a visité à son tour. Donc voilà, on est en attente des différents devis pour mener à bien cette opération. Mais voilà, ça va se poursuivre, donc c'est trop cool. Franchement, c'est une bête d'opération. Donc j'ai très hâte de vous montrer un petit peu tout ça. Et pour la petite anecdote également, je vous avais annoncé que j'avais un switch de locataire. Et là, voilà, en une visite, l'appartement a été retenu. Donc voilà, ça m'évite encore une fois, à partir du moment où on a les process en place, que c'est carré, ça évite de perdre trop de temps dans la sélection de ces locataires. Donc ça c'est très chouette. Autrement, petit appel à l'action, vous avez la possibilité pour celles et ceux qui souhaitent avancer sur leur projet immobilier de réserver un appel stratégique avec moi. Vous avez un lien dans la barre de description. Ça me permet forcément de voir un petit peu votre situation, de voir vos problématiques, vos objectifs. Qu'est-ce qui vous empêche finalement d'aller soit de démarrer, soit d'accélérer sur vos projets. Donc chaque semaine, vous êtes plusieurs à réserver des créneaux, donc c'est trop cool. Moi, ça me permet d'être au plus proche de vous, de voir ce qui va pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette vision transverse de l'investissement immobilier et puis de plus en plus sur cette notion de marchand de biens. Donc c'est avec grand plaisir à chaque fois que je vous prends en appel ou en visio, en fonction des personnes, pour justement analyser votre situation et voir comment on peut orienter les choses pour que vous puissiez avancer, parce que c'est trop dommage en fait de rester dans son coin, de rester avec des blocages. Et moi c'est mon job en tant que coach, ou je sais pas quel est le mot, mentor, enfin peu importe le mot, mais de vous prendre par la main et de vous faire avancer et de vous faire décoller. Donc voilà, encore une fois, il y a des petits créneaux de disponibles, n'hésitez pas à consulter l'agenda juste en dessous. Et enfin, et avant de passer à l'interview de ce jour, je vous ai mis à disposition également un questionnaire dans lequel vous pouvez me remplir un petit peu votre cahier des charges de recherche. Vous n'êtes pas sans savoir, enfin je le répète encore une fois parce que des fois ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre et c'est vrai que j'en parle pas souvent. J'ai également une offre de chasse et d'accompagnement à distance. Voilà, pour toutes les personnes alors qui sont à l'échelle locale autour de Rennes, qui font appel à mes services, je leur fais ce qu'on appelle du clé en main, donc je réalise tout le projet d'investissement de A à Z pour eux. Mais pour les personnes qui sont à distance et qui veulent gagner du temps sur la partie recherche de biens et puis ensuite être accompagnés sur leur projet à mes côtés à distance, c'est entièrement possible. Donc ça se passe à travers le petit questionnaire qu'il y a juste en dessous. Vous me remplissez tout ça, ça prend 3 minutes, pas beaucoup plus. Et ensuite, je vous recontacte pour qu'on puisse valider ce cahier des charges de recherche et que je puisse après mettre les moyens en place pour trouver des opportunités. Encore une fois, je passe 1 à 2 heures par jour minimum à faire de la chasse immobilière. Il y a des opportunités partout en France. Je sais pas, aujourd'hui les personnes qui ne trouvent pas de biens rentables ou de choses qui correspondent, je pense que vous vous y prenez mal. Moi ça fait 4 ans et demi que je fais ce job là, c'est mon métier, j'ai mes process, j'ai mes critères, etc. de sélection, et ce qui me permet en fait de dégoter vraiment
des belles opportunités, et cela partout en France. Donc, si vous voulez que je vous aide à ça, encore une fois, vous avez le questionnaire à remplir et ensuite on se fait un petit call pour que je puisse voir la faisabilité de votre projet. Allez, c'en est tout pour les petits appels à l'action de début de podcast. On se retrouve dans l'interview, mais avant ça les amis, jingle. Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et comme vous pouvez le voir pour ceux qui nous regardent en vidéo, aujourd'hui ce n'est non pas un podcast en solo mais avec une invitée de marque où aujourd'hui on va parler reprise d'entreprise les amis. J'ai le plaisir d'accueillir du coup à la maison, vous voyez le joli buffet juste derrière moi. Joël, salut, comment vas-tu? Merci en tout cas, je vais bien. Et puis entre Rennais, ça fait toujours plaisir. Exactement. Donc pour la petite anecdote, on s'est rencontrés nous il y a, je pense, un petit mois de ça, lors d'une, à la base, une soirée IMO sur laquelle tu es intervenu sur ton expertise dont tu vas nous révéler tous les secrets aujourd'hui, je l'espère. En tout cas, je vais essayer de te tirer les verres du nez. Mais déjà en préambule, est-ce que tu peux nous parler de toi? Qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais. Donc avec plaisir, je m'appelle Joël Rivoal. J'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai été infirmière pendant 8 ans. Donc j'ai eu un parcours hospitalier classique, puis j'ai bifurqué vers le libéral. Et grâce au libéral, j'ai pu investir aussi en immobilier. Donc j'ai acheté des immeubles de rapport. Et j'ai fait plusieurs ventes de résidences principales. Exonéré de plus-value. Voilà, bien sûr. Et j'ai aussi du coup investi un peu en marchand de biens. Donc là, c'était vraiment pour la partie IMO et lever de la dette surtout. Se constituer un patrimoine, quoi. Voilà. Ok. Et puis ensuite, j'ai vraiment eu envie de me développer un peu plus. Et en tant qu'infirmière, on n'a pas beaucoup de choix. Une fois qu'on est libéral, on est juste... on est Tu dans vends notre ton cage. Voilà. Ouais, On échange notre temps contre de l'argent. Et donc, la façon pour moi que j'ai découvert pour évoluer, c'était de reprendre une entreprise tout en continuant à faire de l'IMO en même temps. Ok. Parce que forcément on peut acheter l'entreprise mais aussi les locaux et en plus on peut lever de la dette en achetant l'entreprise, donc c'était double investissement et donc j'avais vraiment envie de continuer à investir, donc je me suis dit je vais me former à la reprise. Alors juste en préambule, comment t'as découvert ça? Comment t'es tombé là-dessus au final? C'est une rencontre, c'est un bouquin, une vidéo, c'est... Je suis tombée sur un livre, sur le livre de Pedro da Fonseca. Ok. Reprendre, je sais plus le titre exact, une entreprise en levant de la dette, un truc comme ça. Et je me suis dit, ça a l'air vraiment bien. Ok. Lui aussi, il parle d'investissement immobilier en même temps. Et donc, du coup, c'est ce livre qui m'a donné envie de me former derrière à la reprise. Ok, ouais, j'ai quand même l'impression que souvent l'investissement immobilier, c'est souvent un tremplin pour autre chose derrière. Moi, j'ai démarré pareil avec du locatif, là je bifurque sur du marchand de biens et puis des activités annexes, on va dire, autour de l'investissement immobilier. Mais en tout cas, ça donne un élan pour prendre son envol, se tester en tant qu'entrepreneur aussi, parce que c'est également de l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc toi, tu as bifurqué sur... Et puis j'ai aussi des marchands de biens dans mon mastermind, donc c'est vrai que pour eux, à un moment donné, on est un peu bloqué sur les financements aussi en marchand de biens. Et du coup, c'est aussi de se développer par rapport à ça, constituer un groupe qui va pouvoir du coup vous faire vos travaux, intervenir dans vos appartements, vos immeubles.
Donc la plupart sont quand même déjà investisseurs immobiliers locatifs et ou marchands de biens. Ok, on va rentrer doucement mais sûrement dans le vif du sujet. Est-ce que pour toi, l'avantage ou les avantages, quels sont pour toi ces avantages-là de reprendre une entreprise plutôt que la créer et, et partir de zéro en l'occurrence? Quand on crée une entreprise, déjà, on fait des prévisionnels, on ne sait pas trop où on va, on estime peut-être vendre temps. Généralement, c'est jamais ce qu'on avait estimé, en mieux ou en moins bien. Mais forcément, on part de zéro, donc on est un peu dans le flou. On sort pas de salaire tout de suite, on passe du temps à développer, il faut qu'on soit au four et au moulin en même temps, enfin, faut tout faire dans l'entreprise. Alors qu'à la différence, et par contre, on n'a peut-être pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. C'est-à-dire qu'avec un petit apport, on va démarrer petit à petit, mais ça sera plus long. À l'inverse, en reprise d'entreprise, on a une entreprise qui a déjà des clients, des fournisseurs, qui est rentable, même s'il existe des boîtes qui sont pas rentables, mais alors moi je vise toujours les boîtes rentables. Donc clients, fournisseurs, boîtes rentables qui tournent depuis plusieurs années, avec un salaire qui va déjà se prendre un gérant qui va déjà se prendre un salaire. Donc nous, quand on arrive, on peut se prendre directement un salaire dans l'entreprise. Des salariés, donc dans certains domaines c'est difficile de recruter, donc ça peut être un avantage d'avoir des bons salariés dans déjà l'entreprise. En place, donc en fait il y a plein de façons de se dire c'est plus simple d'aller reprendre une entreprise, c'est un accélérateur, et surtout quand on a déjà une entreprise, pour faire de la croissance externe, donc racheter d'autres clients, un autre business, pour développer ça développe 2 fois plus la première entreprise. On parlera tout à l'heure justement de la partie croissance externe qui est assez intéressante. On dit souvent qu'il y a des critères à respecter, on va dire, pour bien reprendre une entreprise. J'imagine que vous allez voir dans le podcast, les amis, on fera beaucoup de parallèles, je pense, par rapport à l'immobilier, parce que c'est mine de rien un tronc commun qu'on a d'être investisseur et marchand. Il y a des critères, il y a des choses à respecter. Donc en IMO, c'est l'emplacement, par exemple, plus la renta, enfin bon, bref, c'est ratios qu'on connaît tous, que vous connaissez tous à force de m'écouter, j'imagine, sur les ondes. Pour toi, comment on fait pour identifier une bonne entreprise lors de à reprendre tout simplement? C'est quoi les éléments clés que tu vas regarder, parce que toi aujourd'hui, je sais même plus si tu l'as dit en préambule, tu accompagnes t'as même pas fait ta promotion. J'ai pas eu le temps. Joëlle, elle accompagne en fait les entrepreneurs en fait à reprendre des entreprises. Ok. Et pas que. J'accompagne aussi les cédants à vendre leur entreprise. Je suis aussi broker ou intermédiaire, selon comment les gens l'appellent. Ok. Donc je suis des deux côtés. Quand tu as aujourd'hui un client qui souhaite reprendre une entreprise, toi, c'est quoi les critères clés que tu vas regarder justement pour savoir si c'est une bonne opportunité ou pas? Alors déjà, on va regarder la rentabilité. Ouais, comme en IMO. Comme en IMO. Forcément, on va pas acheter quelque chose qui est pas rentable et qui pourra pas se rembourser. Parce que, attention, on achète des choses, les entreprises, elles vont s'autofinancer, comme en IMO. Moi, mes immeubles s'autofinancent, je mets pas d'apport dedans. C'est pareil pour la reprise d'entreprise. Ouais, l'idée, c'est pas de mettre de sa poche tous les mois pour combler, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc déjà la rentabilité. Mais alors on va dire, on regarde pas que les chiffres, forcément. Bien sûr qu'on les regarde parce que c'est hyper important, mais on va pas regarder que ça. On va regarder si le cédant, il est dans l'opérationnel. Est-ce que c'est lui qui fait toute la partie commerciale? Est-ce que il fait tout le travail à lui tout seul? Ou est-ce qu'il a des salariés à qui il délègue? Ça, c'est hyper important de vraiment savoir si c'est l'homme clé de l'entreprise ou s'il y a des salariés. Alors attention, il peut y aussi avoir des salariés hommes clés ou femmes clés, mais voilà. Attention. Est-ce qu'on peut faire, moi je sais ce que c'est en l'occurrence, mais est-ce que tu peux décrire ce que c'est un homme clé dans une entreprise justement? L'homme clé, c'est celui qui part demain. L'entreprise, elle tourne plus parce qu'il part avec le savoir-faire. Par exemple, il y a un savoir-faire technique, je sais pas moi, sur une entreprise qui fabrique des escaliers. S'il y a que cette personne qui sait comment on fabrique des escaliers,
Demain, l'entreprise ne tourne plus. Ouais, bah, ça me fait penser, tu vois, il y a 1 mois et demi de ça, on était, bon, bref, sur un week-end anniversaire entre copains. On connaissait personne, sauf les personnes dont c'était l'anniversaire. Et je parlais avec un type, lui, qui voulait racheter une boîte. Il était dans une espèce de boîte de métallurgie, bref, peu importe. Et son patron vendait. Et il s'était intéressé à cette reprise-là. Sauf que avec le patron partait un homme clé justement sur l'aspect usine, enfin vraiment sur le côté Gestion d'usine. exactement gestion du site, etc. Mm. Et en fait, il m'a dit, enfin, je l'ai questionné parce que je trouve ça passionnant. Je dis mais pourquoi tu y es pas allé quoi? Il dit bah non, en fait, si ce type-là partait, la prod elle s'arrêtait quoi. Donc le temps de reformer quelqu'un, de retrouver parce que c'était un métier hyper rare en plus, un truc technique hyper rare. Il me dit bah c'était mort en fait. C'est donc un homme clé, voilà, c'est quelqu'un dont le business vraiment va être, enfin, Va dépendre. va dépendre, voilà, exactement. Ok. Du coup, après, ça s'anticipe, hein. Mais c'est au cédant de l'anticiper. Alors demain, si je pars, qui c'est qui va me remplacer? Est-ce que cette personne, est-ce que ça sera le futur repreneur? Du coup, si c'est quelque chose de très technique, est-ce que il va mettre 1 an ou 3 ans du coup à apprendre cette technique? Ou est-ce que je pourrais pas commencer aujourd'hui déjà à l'apprendre à une ou plusieurs personnes, mettre des process en place? Pour transmettre le savoir et pas que ça tombe dans les limbes. Donc, plus l'entreprise est grosse, plus il y a de personnes qui ont les connaissances à l'intérieur, et moins c'est risqué en soi. Donc voilà. Donc il y a le cédant, les salariés. Aussi, on regarde le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires ou pas beaucoup de chiffre d'affaires? Plus c'est une entreprise plus petite, plus ça va être risqué. Est-ce que c'est vraiment un critère, on parlera après des autres ratios qui sont plus importants qu'un chiffre d'affaires. En fait, le CA, ça va te permettre quoi? De catégoriser un petit peu les entreprises En fait, ça va permettre de savoir si, par exemple, c'est un dirigeant qui a déjà sa boîte et qui veut faire de la croissance externe, donc racheter une autre entreprise pour se développer. Il va vouloir racheter une clientèle. Il peut très bien commencer avec une entreprise qui a un tout petit chiffre d'affaires et qui a un seul client. Pas un seul client, mais un seul gérant. Et que 1 ou 2 salariés, il va pouvoir les absorber. Là, il n'y a pas de difficulté. Sa première entreprise va pouvoir l'absorber. Par contre, si c'est une première entreprise qu'on reprend, avoir une entreprise trop petite, généralement, le cédant, il est tout seul. Donc en fait, en dessous de 500 000 de chiffre d'affaires, des fois, il n'y a pas beaucoup de salariés et ça tourne beaucoup autour du cédant. Donc c'est pour ça que on regarde pas trop en dessous. Ok, ça marche. Donc ça, oui, on va dire que ça te permet de calibrer un petit peu les tailles d'entreprise. De savoir vers où on va, ouais. Ok, très clair. Donc le chiffre d'affaires, ok. On a parlé de rentabilité. Il y a un ratio qui permet vraiment de pousser les analyses, on va dire, et les chiffres. C'est ce fameux EBE. Est-ce que tu peux en parler? Donc l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation, c'est ce qu'on retrouve au bilan. Donc on a le chiffre d'affaires. Ensuite, on va avoir toutes les charges qu'on va déduire de tout ce qui fait fonctionner l'entreprise. Et là, on va retrouver l'excédent brut d'exploitation, donc avant déduction des intérêts et des impôts, essentiellement. Donc c'est vraiment grossièrement sur le bilan. Et c'est cet EBE du coup qui va permettre de nous dire avant impôt combien l'entreprise génère de rentabilité. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir rembourser tant de mensualités par an. Okay. Donc en gros, tu as ton chiffre d'affaires, tu déduis toutes tes charges, que ce soit les locaux, les salaires, tout ce qui va incomber à l'activité. Toute la partie amortissement de matériel, tout ça, c'est dans les charges aussi. C'est après le BE. Ouais. Ok. Parce que c'est de l'amortissement comptable. Donc en fait, c'est juste une écriture comptable. Ok. Qui sont déjà payés. Ok, ça marche. Sauf si tu as des leasing ou autre. C'est dans les charges. Là, c'est dans les charges. Et donc, ouais, on va dire qu'une boîte qui va faire, je dis n'importe quoi, 100 000 euros de BE toute l'année, ça veut dire qu'elle est capable de générer, j'essaie d'expliquer le plus simplement possible, elle génère 100 000 euros alors c'est pas du bénéfice parce que le bénéfice c'est après impôt, mais de création de richesse, on va dire, c'est un peu ça? Ouais, c'est de la capacité qu'elle va pouvoir, il y a autre chose qu'on va pouvoir aussi mettre en parallèle de l'EBE, c'est la CAF, la capacité d'autofinancement. Ouais. C'est aussi ce que la banque va regarder. Eux, ils prennent en compte 80% de cette capacité d'autofinancement. C'est un peu comme l'EBE, c'est la capacité qu'a l'entreprise à
financer un autre projet, un bien. Par exemple, si on veut s'acheter des bureaux, combien il nous reste de marge pour pouvoir payer tant de loyer par an. Donc c'est un peu pareil. Et généralement, ils prennent 80% de cette cave parce que ils nous disent que ils se laissent 20% de marge. Comme normal. C'est pour ça qu'ils nous demandent 20% d'apport. Donc les 20% d'apport se retrouvent ici. Ça marche. Est-ce que tu regardes sur une analyse de reprise d'entreprise tout ce qui est fonds de roulement? Ouais, on regarde aussi le besoin en fonds de roulement. Des fois, il y a des entreprises où il y a besoin de beaucoup de fonds de roulement, d'autres qui en a pas. Notamment les supermarchés, tout ce qui est loisirs, en fait tout ce qui est B2C, Okay. donc pour les particuliers. Il n'y a pas de fonds de roulement, enfin il n'y a quasiment pas de besoin ou ils sont en négatif. Tout ce qui est B2B, généralement, il y a un besoin en fonds de roulement un peu plus important. Faut acheter du stock à l'avance, on est payé que après, voilà. Et est-ce que tu as des ratios du moins, on se dit, il faut combien de mois de fonds de roulement devant soi pour être tranquille, on va dire. Généralement, on dit 3 mois. Ok. Après, ça, le comptable saura dire exactement combien il faut d'avance. Puis quand on reprend, voilà, des fois, il y a peut-être une petite baisse, donc c'est bien d'avoir une petite marge de trésor. Donc c'est pour ça qu'on reprend la trésor aussi, quoi. Ok. Très clair. Donc là, on a vu un petit peu les critères clés, on va dire, pour dégrossir. Bon, c'est un sujet qui est hyper vaste, hyper complexe. Et là, le but du jeu, c'est vraiment beaucoup de choses à dire. de vous donner des tips, de vous initier. C'est un podcast d'initiation à la reprise d'entreprise. Si vous voudrez aller plus loin, vous pourrez contacter Joël sur les réseaux. Il y a une partie, alors ça c'est hyper intéressant. On en avait discuté un petit peu en off à la suite de notre rencontre. La partie sourcing. Moi aujourd'hui, ma première casquette c'est chasseur immobilier. Donc le sourcing, ça me parle dans mon domaine à moi. Comment on vient trouver la bonne affaire, la pépite, ou du moins le projet qui nous correspond dans ce monde de reprise d'entreprise? Ouais, alors c'est vrai que là encore, on rejoint l'immobilier parce que il y a beaucoup de méthodes qui se ressemblent ou qui peuvent se ressembler. En tout cas, peut-être qu'on n'a pas autant besoin de les utiliser en immobilier. Je dis toujours qu'il faut en utiliser plusieurs en même temps. Faut pas rester focalisé sur une méthode. Donc bien sûr qu'il y a les sites d'annonces, comme en immobilier. On a Fusac qui est très connu. Le Bon Coin, contrairement à l'immobilier, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas là qu'il faut aller chercher. Ou alors, des fois, il y a des pépites parce que c'est des cédants qui savent pas où est-ce qu'on les met et ils les mettent là-bas. Mais il n'y a pas de partie entreprise. Hein. C'est vraiment que la partie peut avoir des fonds de commerce. Et généralement, les annonces qu'on a dessus, on sait pas trop si c'est pour acheter justement le local commercial ou si c'est pour acheter le fonds de commerce. Hein. Ou les agents ne savent pas d'ailleurs parce qu'ils font pas la différence. Donc voilà, il y en a plein d'autres qui existent. De toute façon, vous tapez sur internet et vous allez avoir plein de sites d'annonces, mais le plus connu ça reste Fusac, qui est payant pour avoir l'annonce par contre. Donc en gros tu t'inscris et si tu vois un truc qui t'intéresse, tu veux aller plus loin, tu payes. Tu payes pour avoir le nom de la personne qui a déposé l'annonce. Donc après il y a des sites gratuits en France, en Bretagne on a la chance d'avoir Reprendre Bretagne. Sinon, il y a Transentreprise, il y a Alvo qui est arrivé il y a pas très longtemps. Il y en a de plus en plus qui sortent. Il y en a des nouvelles qui sortent de temps en temps. Mais du coup, le temps qu'elles se fassent connaître et qu'elles aient beaucoup d'annonces, voilà, c'est pas encore ça. Ouais. Donc ça, c'est une des grosses parties. Ensuite, on a le réseau surtout. Faut pas croire, mais c'est un peu comme en immobilier, en off-market, il y en a beaucoup qui se passent. Donc ici, ça va pas être des agents, mais des brokers. Donc un peu comme des agents immobiliers, c'est des intermédiaires à la cession d'entreprise, donc comme je fais chez Commerce et Propriété à Rennes. Et contacter ces personnes-là, même si le bien vous intéresse pas, si l'entreprise en fait c'est pas ce qu'on recherche, leur dire que vous êtes là, donnez vos critères. Donc on a l'habitude de faire un CV du repreneur ou une fiche de cadrage, ça s'appelle comme ça aussi. Qu'on donne du coup au broker qu'on a en face pour vraiment qu'ils sache les le cahier des charges quoi. Le fameux cahier des charges de recherche. Voilà. Okay. Donc c'est assez similaire en effet. Ce que moi je vais faire avec mes clients pour la chasse IMO. Ok. Et donc il y a ça. Après faire connaître autour de nous. Et puis sinon il y a plein d'autres façons comme aller sur Papers, choper du coup toutes les entreprises il y a des filtres.
qui nous correspondent, chiffre d'affaires, âge du cédant, tout ça. Et puis aller envoyer des courriers en direct à ces personnes ou les appeler. Voilà, chacun a ses façons préférées. Ok. On peut aussi les contacter sur LinkedIn, faire après... des pubs. Il y a plein de façons de faire. De l'emailing de masse, voilà. J'imagine ça va être hyper chronophage. Bah, c'est pas ce que je préfère. J'avoue que quand c'est au réseau, moi ça me va bien. Ouais, j'imagine. Quand je vois Les pubs, si ça va, les pubs ça tourne tout seul, on a des leads qui rentrent. Et donc, grosso modo, alors l'aspect pub, on en avait parlé et j'étais hyper étonné l'autre fois parce que typiquement, tu vas faire sponsoriser une pub comme quoi tu es à la recherche d'une entreprise. En gros, c'est ça. Ouais. Ok. Entrepreneur cédant, contactez-moi, je reprends des entreprises. Je cherche des entreprises, tel chiffre d'affaires, dans tel secteur. Voilà, on cible en plus avec Meta La géographie, le lieu, ouais. voilà. Ok. Et un cédant va tomber dessus, et puis voilà. Et puis même si à la limite il n'était pas vendeur, il va se dire pourquoi pas quoi. Bah ouais, parce que peut-être que là il se dit ouais, j'en ai marre en fait, je vendrais bien. Il y en a beaucoup par contre, ceux qui sont pas trop prêts à vendre, ça va être bah si j'ai un bon prix. Bon, généralement du coup c'est pas trop. Ouais, c'est pas la bonne affaire. Généralement ils sont un peu trop gourmands quoi. Ok. Ouais, s'il y a une opportunité de rachat, ok. Ouais. Ça marche. Merci pour cette partie sourcing. Donc ouais, c'est assez vaste, mais encore une fois, je pense que c'est ce que je vous dis tout le temps. C'est le réseau, mine de rien. Aujourd'hui, construisez votre réseau, faites-vous connaître, manifestez-vous, donnez vraiment un cahier des charges qui est précis. En fait, c'est à partir du moment où vous allez être précis, où dans ton domaine, les brokers savent ce que vous recherchez, le montant du projet et ce que vous visez comme chiffre. C'est quand on est précis qu'on devient que les affaires tombent quoi. Quand on est spécifique, ouais. Parce que même envoyer un courrier, ils pepeuvent le garder et vous rappeler dans 1 an. Voilà. Bien sûr. Mettez une petite touche de parfum qui sent bon comme ça. Il sera pas mis au fond de la poubelle. Non, mais c'est vrai qu'une lettre qui se démarque des autres. Enfin, moi, j'ai l'habitude de prendre une belle enveloppe noire, écrire doré dessus. Oui, ça marque. En fait, faut se différencier. C'est comme l'ouvrir. Ouais, c'est ça. Faut se différencier. Puis si tu mets un petit billet à l'intérieur, ils te rappelleront encore plus. Ouais. Ok. Est-ce que aujourd'hui t'as des alors, c'est une question qui est assez vaste, mais est-ce que tu estimes qu'il y a des secteurs d'activité qui vont être plus porteurs que d'autres? Comment tu catégorises un petit peu on va dire que demain j'arrive, tu conseilles quand même aux gens d'avoir en tête, les gens arrivent avec un projet plutôt défini sur mon expertise c'est ça, je veux me développer dans ça, ou tu as des profils en mode je veux reprendre une entreprise mais je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, est-ce que tu les orientes plus sur des secteurs plutôt que d'autres? Ouais. Alors en fait, moi je conseille toujours d'aller dans un secteur qu'ils connaissent. Ouais. Parce que déjà ça sera beaucoup plus facilement finançable. Et quand ils vont reprendre, ça va être beaucoup plus simple de comprendre le secteur. Ce qui paraît logique. Bon, logique oui et non, parce que voilà, il y a beaucoup d'autres formateurs qui disent allez dans des secteurs que vous connaissez pas, comme ça vous serez pas dans l'opérationnel, vous mettez un DG et vous déléguez. Enfin, le jour où le DG il a un problème, vous savez pas gérer la boîte, vous y connaissez rien, même en cas de légitimité pour les repreneurs. Ouais, c'est surtout la légitimité en vrai. Ouais. Si tu sais pas de quoi tu parles, comment tu veux que tes équipes te suivent, même si t'es pas dans l'opérationnel, si ton boss c'est un tocard, t'as pas envie de bosser pour lui quoi. C'est plus le profil investisseur où je mets de l'argent mais dans ce cas associez-vous avec un repreneur qui sera dans l'opérationnel et qui connaît quelque chose. De toute façon, ça sera beaucoup plus difficile de faire financer par la banque qui eux se disent on prend moins de risques parce qu'il sait déjà de quoi il parle. Quelqu'un qui me dit je sais pas vers quoi je veux aller ou j'en ai marre de mon taf mais je veux surtout pas retourner là-dedans, je vais lui dire trouve quand même quelque chose qui est en lien, je sais pas, si tu fais de l'IMO, ça peut être logique de te dire je vais vers des entreprises dans le BTP parce que j'ai déjà fait les travaux de mes immeubles ou de mon appart que j'ai rénové. C'est ce que je conseille. Après certains veulent essayer, mais dans ce cas associez-vous avec des gens du domaine. Et là, sur les mois ou les années à venir, est-ce que tu te dis il y a des secteurs qui semblent plus prometteurs que d'autres? Bah alors le BTP ça reste compliqué, même si on en a toujours besoin, on sent bien quand même que c'est plus difficile. Les banques je parlais avec un ami qui est banquier pro à Paris qui me disait non mais là le BTP on finance plus du tout, les agences IMO pareil.
Il m'a dit c'est sauf si il y a de la récurrence derrière, donc de la location, gestion locative. Le portefeuille Voilà, de gestion ça va être OK. Alors de la vente, voilà, c'est compliqué. Sinon, puisqu'il y a des marchés plus porteurs que d'autres, je sais pas, mais je pense qu'il faut faire attention quand même à l'IA. Ça va pas. Qui va bouleverser un peu les métiers. Ouais, ça va pas remplacer certains métiers, mais par contre, va falloir être dans les premiers pour aller développer l'entreprise, mettre l'IA dedans. Ça va faire gagner du temps et donc gagner en rentabilité, en développement. Voilà, faut faire attention juste à ça, je pense, dans certains secteurs. Ok, très clair. On va parler un peu de sous, un peu d'argent, parce que mine de rien, c'est le nerf de la guerre. Alors, en immobilier, on pratique l'effet de levier, ce qui est incroyable, mais bon, en immobilier, les emprunts sont, on va dire, aux alentours des 20 ans, 20, 25, moins parfois. L'avantage de reprendre une boîte, c'est que ce sont des emprunts sur 7 ans. Maximum. Maximum, ok. Sauf exception sur les assurances, parce que c'est tellement rentable que ils prêtent sur 10 ans. Okay. Domaine de l'assurance, les amis. Voilà le créneau. Elle nous l'a dit. Aujourd'hui, donc l'argent, c'est hyper important. C'est quoi un budget moyen qu'il faut prévoir pour reprendre une boîte? Est-ce que tu conseilles j'imagine il y a peut-être un apport minimum qui est demandé par les organismes bancaires. Comment ça se passe sur la partie justement financement là-dessus? Alors c'est sûr que je vous dirais pas qu'il faut zéro apport et qu'on peut reprendre avec zéro apport. Même si certains l'ont fait, il y a des techniques comme aller faire des prêts conso, ne pas le dire à la banque et aller lever de la dette. On le déconseille fortement. Je le conseille pas, bien sûr, mais il y a toujours des moyens. Après, si on n'a pas d'apport, on peut toujours s'associer avec quelqu'un qui en a. Et si on a un petit peu d'apport dans les 20 000 ou qu'on arrive à avoir 20, 50 000, il y a de plus en plus de club deals, dont un avec qui je discute pas mal en ce moment, où du coup on peut apporter notre argent dedans. Donc c'est un club deal, donc plusieurs personnes vont mettre de l'apport et le reste on va aller lever de la dette. Et puis si on a envie d'être DG de notre boîte, c'est eux qui voient si ils sont OK pour nous nommer DG si on a les compétences. Ok. Donc il y a des moyens. Voilà. Après moi, je fais aussi de l'equity et il y en a de plus en plus aujourd'hui à vouloir investir dans des boîtes en échange d'un peu d'apport et d'aller lever de la dette. On cherche des personnes dans l'opérationnel parce que on a déjà nos activités à côté et qu'on n'a pas le temps d'aller gérer la boîte. Donc si vraiment quelqu'un est motivé pour reprendre et gérer une entreprise, il y a toujours moyen de trouver. Oui, ces fameuses. Tiens, ça, c'est très drôle. Le podcast qui sort cette semaine là, c'est comment trouver. C'est sur l'association justement. Ah ouais. Et je parlais justement de mon expérience personnelle sur les différentes associations que j'ai ou que j'ai eues, et à quel point il était nécessaire d'avoir cette notion de complémentarité justement, que ce soit en termes de compétences ou bien en termes de justement. Moi, il y a beaucoup de néo-investisseurs là qui écoutent le podcast, où ils me disent j'ai pas l'apport en fait. Et encore la story que j'ai faite aujourd'hui là, je vois dans les sondages, le frein principal c'est l'apport ou l'épargne. Je dis il y a un moment si vraiment tu veux aller faire de l'IMO et qu'à l'instant T t'as pas ce qu'il faut, même si on peut emprunter à 110% potentiellement, mais ça devient plus rare, il faut des dossiers béton et souvent en l'occurrence du coup une capacité financière. Si aujourd'hui t'as pas ce cash, va le chercher en fait, va le chercher ailleurs auprès de quelqu'un qui va faire la partie bancaire, rassurer la banque à ce niveau-là quoi. Ça. Donc ça se confirme aussi sur la partie reprise d'entreprise. Exactement. Ouais. Ok. Sachant que il y a plus d'apports demandés en reprise d'entreprise, on est entre 20 et 30% parce qu'il faut aussi apporter les frais annexes. Oui. Comptable, avocat, si vous passez par un courtier, les frais bancaires, les garanties bancaires. Voilà, attends, ça commence à chiffrer tout ça. Ah ça chiffre vite. Et puis l'intermédiaire. Hein. Si vous passez par un intermédiaire qui n'est pas toujours quelque chose de mal, certains sont pas très bons, on fera le deal. Je suis passée par là. Du coup, je conseille pas toujours. C'est pour ça que moi, je me suis lancée en tant qu'intermédiaire parce que j'ai pas toujours eu des bonnes personnes en face. Et vous êtes payé quand ça va au bout? Bien sûr, on est payé au succès fees. Comme un courtier. Ce qui n'est pas le cas des avocats, des comptables. Donc si ça va pas au bout, malheureusement, faut quand même être rémunéré. Alors ça c'est très intéressant, je fais un petit aparté sur cette partie frais fixes justement. Quand tu étudies la reprise d'une boîte,
Donc du coup, j'imagine que tu sollicites des experts de la finance et du droit. Est-ce que tu as des ratios en tête sur le... Combien on dépense? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah en moyenne 5000 Par expert. non, par deal si ça va pas au bout. Parce que Ok. généralement, on s'arrête un peu avant, Est-ce que tu as déjà eu voire un peu plus. des cas de figure où le projet avance, où ça avance, et in fine, ça va pas au bout, j'allais dire l'investisseur, mais l'entrepreneur, bah, a avancé beaucoup de fonds pour étudier la boîte, et pour une raison X ou Y, ça va pas au bout. Bah oui, moi ça m'est arrivé. Ok, on va voilà. 2 semaines avant, c'est pas allé au bout. Et bah, t'as pas le choix en fait, tu payes les personnes avec qui t'as travaillé. Et moi aujourd'hui, c'est pour ça que dans mon mastermind, j'ai lancé un accompagnement, j'ai des coachings avec une avocate en droit des affaires et un expert comptable. Ce qui fait qu'on retarde le plus possible d'avoir besoin de ces personnes et de les payer pour Éviter ses éviter les frais. erreurs et du coup de perdre du temps sur des dossiers où en fait depuis le début on savait que ça irait pas au bout et bah il y a des choses qu'on nous a pas dit, qu'on savait pas, et éviter de dépenser de l'argent bah, à ces personnes, même si voilà, elles ont fait leur travail, Oui, elles oui, sont oui, tout à fait. rémunérées, mais Autant que ça en vaille le coup, quoi. c'est ça, Ok. c'est mieux quand ça va jusqu'au bout, et si on peut éviter de perdre de l'argent là-dessus, ouais. Et genre, ça peut se compter en plusieurs dizaines de milliers d'euros? Bah, on peut vite monter sur un très gros dossier. Et moi, enfin, j'ai déjà dû dépenser, je pense, au moins 7000, voire 10 000 de frais juste d'avocat sur des dossiers qui n'ont pas été au bout. Ouais, donc faut avoir les reins. Faut avoir un peu les reins solides, ouais, Ouais. sur ça. Donc entourez-vous des bonnes personnes pour. Voilà pourquoi il faut se former et s'entourer, quoi. Ouais, c'est clair. Mm. Ça roule. Et sachant que beaucoup veulent faire tout seuls et faire leur LOI, donc c'est la lettre d'intention. C'est comme l'offre d'achat en fait en immobilier. Ok. Qu'on fait. Il y a beaucoup de formations qui donnent des exemples de LOI pour les rédiger tout seul. Sauf que si elle est mal rédigée, le moindre truc en face, il va la donner à son avocat, il va dire bah là de toute façon il y a une faille, on est gagnant. Et nous après ça sera trop tard, ça sera signé. Il faudra renégocier et du coup bah on aura reperdu du temps et de l'argent. Donc moi je n'en donne exprès pas dans ma formation. Par contre, voilà, je conseille vraiment, une fois qu'on est sûr, qu'on s'est mis d'accord avec le cédant sur beaucoup de choses par écrit, par mail, bah, on va direct avec les avocats rédiger l'offre. Ok. Et genre le coût d'une rédaction là en LOI, c'est. Bah, mon avocate fait une promo à 600 €. Alors peut-être qu'il y a d'autres avocats qui font à moins cher, mais je sais qu'elle passe 3 à 4 heures sur le dossier pour faire vraiment une LOI béton, où derrière on n'aura pas à renégocier et repasser du temps sur le protocole Oui, d'accord c'est pour derrière, avoir un quoi. ordre d'idée, quoi. Dire entre Ouais. 500 et 1000 euros, Ouais. on a notre Un offre truc d'achat qui est carrée. mais béton, quoi. On a déjà vu pas mal de négos et du coup derrière on va pas être là en train de se dire ah bah du coup il est pas d'accord sur la gap, ou il est pas d'accord sur je sais pas, moi j'en ai qui m'ont dit ah non mais la clause de non concurrence là moi c'est mort, c'est à 20 km autour. Bah non en fait moi je veux pas que demain tu remontes le même magasin à 21 km juste Ouais, c'est après ça. dans la ville juste à côté. Les clients ils feront 21 km pour venir te voir toi. Jamais tu remontes la même chose. Donc il y a des choses, du coup, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et si on en avait parlé dès le début et mis vraiment à l'écrit dans la LOI et on en aurait parlé, bah on n'aurait pas perdu de temps. Donc, la reprise sans apport, on a vu que c'était compliqué. Hein. Tout seul, oui. Sans apport tout seul, compliqué. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. On va regarder maintenant la partie évaluation. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Comment est-ce que tu évalues une boîte Les méthodes Ouais. de A à Z. Allez. Essaye de faire un condensé. Un truc simple. Un truc simple. Bon, en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Ok. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'EBE. Oui. Donc, on repart de cet excédent brut d'exploitation et on va faire un multiple de cet EBE. Donc, généralement, la moyenne, c'est x3. Ok. Si on l'a en dessous, c'est qu'on est encore plus rentable et on va rembourser l'entreprise encore plus rapidement. Donc on fait, admettons là on part sur x3. On rajoute ensuite la trésorerie, parce qu'on achète la trésorerie. Bien sûr. Donc pour acheter les parts sociales. Et on va déduire les dettes, ce qui fait qu'on a une trésorerie nette de dettes. Moi je prends juste la trésorerie, donc les disponibilités qui sont notées dans le bilan, et j'enlève des dettes, donc emprunts et comptes courants d'associés. C'est-à-dire que il y a des dettes URSSAF, tout ça, et il y a aussi
des créances URSSAF, donc des créances, c'est l'argent qui va rentrer. Client URSSAF, j'en tiens pas compte. Je m'arrête vraiment au simple disponibilité, dette, donc emprunt et compte courant d'associé. Et à partir de là, déjà, on a un montant. Si c'est une entreprise qui a du stock, donc là, j'étais par exemple sur un dépôt-vente de voitures et il y avait 375 000 euros de dépôt, de stock de voitures, il va falloir le financer en plus. Sauf que cet argent, généralement, ça rentre pas dans la rentabilité. Parce que là, imaginons, on avait une rentabilité à 100 000 euros en EBE. Donc on fait x3, on est à 300 000. Ouais. Il y avait 100 000 de disponibilité nette de dette. Admettons 150 000 de disponibilité. J'ai déduit 50 000 euros de dette qu'il y avait. Il me reste 100 000 euros net de dette. Donc là, on est à 300 000 plus les 100 000 net de dette. Ça nous fait 400. Plus le stock. Plus le stock, imaginons il y a 375 000 là de stock, l'entreprise ne sera pas en capacité d'autofinancer tout ça. Généralement, ce stock, il faudra apporter de l'apport. J'ai eu le cas aussi sur une bijouterie, il y avait 600 000 euros de stock de bijouterie. Forcément, ça passe pas dans le financement. Donc il y a des métiers comme ça, des fois, c'est compliqué d'aller financer le stock, il faut quand même de l'apport pour l'acheter. Comme dans l'industrie, des grosses machines qui coûtent super cher, 300 000 euros de machines, forcément, dans le transport, les camions. Donc des fois, il y a des choses qui vont pas se financer facilement, il va falloir de l'apport pour certains secteurs. Et là, pour le coup, pour les voitures, il m'a dit que il pouvait baisser le stock et même tout vendre. Il en a pas besoin pour que l'entreprise fonctionne. Donc je lui dis c'est vraiment le plus facile à faire, c'est de diminuer ce stock. À fond le stock, ouais. Il y a des promos. Moins 50% sur la 3008. Non mais même il m'a dit je peux le revendre au prix que je l'ai acheté à des concurrents à côté. Enfin je sais qu'il y en a plein qui les reprendront. Le but du jeu c'est de faciliter la transition d'entreprise. Donc qu'il ait son financement. Et donc là on a du coup le prix final des parts sociales. Et puis après, du coup, comment savoir quel multiple on utilise. Si c'est une entreprise très nichée, donc par exemple, il y en a 3-4 en France qui le font, c'est très recherché, et on va pouvoir monter vraiment le multiple. Il y en a qui partent sur x10, x7. Sur des très grosses boîtes où on parle en 10 millions de chiffre d'affaires, on est souvent à x10 au moins de chiffre d'affaires de BE. Mais c'est des fonds d'investissement qui ont de l'argent, qui achètent. C'est déjà des gros groupes. Donc nous, on n'est pas du tout à ce niveau-là, même si j'accompagne aussi là-dessus, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui veulent aller sur des très grosses boîtes avec des fonds d'investissement qui les suivent, il y en a qui cherchent. Et je sais plus ce que je disais, oui, donc le BE, ouais. Donc ça peut être la niche, ça peut être aussi si le cédant il a tout délégué et qu'il n'est pas dedans, moi aussi généralement je rajoute un multiple en plus, donc on arrive à x4. Si vraiment il n'est pas dans l'opérationnel, qu'il a bien structuré sa boîte, ça se valorise beaucoup mieux, quoi. Ouais. L'idée de tout ça, on en parlait un petit peu juste avant, justement, quand le cédant il arrive à structurer bien les choses et qu'il n'est pas dans l'opérationnel, la chose à comprendre, c'est que la personne qui reprend n'a pas à mettre les mains non plus dans le cambouis. C'est plus facile. Voilà. Enfin, pas les mains dans le cambouis. Il n'est pas peut-être au quotidien à aller. Et du coup, c'est plus facile, c'est plus ouvert à plus de personnes qui ont déjà d'autres entreprises, peut-être, qui sont. Juste la piloter, quoi. Qui sont plus visionnaires. Et ouais, ça facilite vraiment aussi. Il y a plus de monde qui seront aptes à reprendre, donc il y a une facilité pour trouver des repreneurs derrière. Moi, je conseille vraiment à tous cédants de déléguer au maximum, de sortir de l'opérationnel. Donc, quand on est tout seul et que l'entreprise est trop petite, c'est pas possible. Mais dès qu'on se développe, il y a un entre-deux où des fois, ils n'arrivent pas à sortir de l'opérationnel. Peut-être à 10 salariés, des fois, ils sont encore trop dedans et il n'y a peut-être pas assez de rentabilité pour remplacer quelqu'un. Et c'est pareil, en parlant de BE, mais on retraite aussi le salaire du cédant ou tous les coûts inutiles que vous, quand vous allez reprendre, s'il a un leasing de Porsche à 3000 balles par mois. Exactement. J'en ai vu avec 50 000 euros de voiture par an à passer sur des grosses voitures, des Range Rover, tout ça. Des voyages, ça c'est typiquement des choses que vous pouvez retraiter. Alors oui, si vous le retraitez pas, c'est en votre faveur. Mais le cédant en face, généralement, ils sont pas bêtes et son comptable non plus. Parce que lui, il va aller voir son comptable, il va dire tu la valorises combien? Son comptable va dire tu te prends 500 000 de salaire, on peut laisser 100 000 au repreneur. Moi, je pars sur 70 000, un DG, c'est généralement 70 000 chargés. Donc généralement, je mets une norme à 70 000
pour le BE retraité. Ok. Et typiquement, quelqu'un qui, à l'inverse, se prend un salaire bas, bah, malheureusement, je vais devoir baisser sa rentabilité, comme si quelqu'un qui prend demain, il se prend un salaire normal pour reprendre sa place. Très clair, très intéressant. Non. C'est le but de ce podcast. Non, mais c'est pas facile d'être clair Non, mais sur des choses comme ça. c'est technique. Enfin, c'est à la fois technique, mais quand on s'intéresse un peu à l'entrepreneuriat business, ça parle en fait. Je pense que les gens moi j'ai fait de la compta dans mes études un petit peu. Alors peut-être que quelqu'un qui connaît rien à la compta, mais moi quand j'ai commencé, je connaissais rien à la compta. Hein. Mais à force de lire des bilans, ça rentre. Enfin, c'est pas non plus. Moi, j'adorais ça. La petite anecdote et quand j'ai fait mes études d'optique, on avait un côté comptable assez poussé. Très bien les optiques pour reprendre. Ah ouais, magasin. Ouais. Belle rentabilité, il y a des assurances. Les magasins, ça peut être un bon plan, mais pas pour moi. Je passe mon tour. J'ai trop donné dans l'optique. Et on m'appelait GG la gestion. J'étais sur la promo, j'étais quasiment le meilleur de la gestion comptable. J'adorais ça. Moi, j'adore. Ça me paraissait en fait logique et simple. Ouais. Et j'ai toujours été passionné par ça en fait. Enfin passionné. C'est un grand mot, mais en tout cas, je trouvais ça facile d'approche. Donc voilà. Mais je t'assure, moi j'adore lire des bilans comptables. Des fois, on me prend pour une. Un EBE à 200 000. Ah non, mais moi, à 22 heures, je peux lire un bilan. Après, avec le temps, on les analyse rapidement. Oui. Et c'est simple. Quand tu sais quoi regarder, où regarder. Ok. C'est quoi selon toi après on en a un peu parlé. J'allais dire les erreurs à éviter. T'as parlé du retraitement du retraitement. L'aspect créance, je sais plus si tu en as parlé. Non, parce que des fois, on peut avoir des créances. Moi, j'ai eu le cas sur une entreprise où il y a la SCI. En fait, l'entreprise détenait l'usufruit de la SCI. Ouais. Et du coup, ça crée une créance au niveau du bilan comptable. Puis il y a quand même des fois des petites choses à regarder. Il y avait quand même une créance de 360 000 euros. Ce qui fait que c'est pas rien de reprendre une dette de 360 000 euros dans l'entreprise. Donc, il faut forcément faire attention. Et puis des fois, il y a beaucoup de créances clients qui sont pas forcément payées. Il faut faire attention aussi si c'est vraiment des clients qui vont payer ou pas. Sur le stock, c'est pareil. Des fois, le stock est obsolète. Ça fait des années qu'il est là. Et non, ils font pas l'inventaire tous les ans comme demande le comptable. En fait, il n'est pas obligé de passer le comptable pour vérifier. Donc, voilà, c'est un peu le client qui dit vous mettez tant de stock et voilà. Donc des fois, il faut un peu se méfier sur l'achat du stock. Mais voilà, généralement la veille, ou dans la semaine qui précède la vente, on fait un inventaire ensemble. Et là, on ajuste s'il nous a menti sur le stock. Ça se verra. Voilà. Ok. On va maintenant un petit peu parler après avoir vu tout cet aspect chiffres, on va sortir des chiffres et on va voir un petit peu, je pense que c'est ce que je préfère lors d'une phase d'achat immobilier, c'est la négociation. On va voir, c'est quoi pour toi bien négocier là où tu te dis je suis fier de moi, j'ai bien négocié avec le cédant, ça veut dire quoi? Pour moi, ça va être dans la structuration de l'offre. Okay. Déjà, si on arrive à négocier un crédit vendeur, c'est vraiment un atout. Est-ce que tu peux le définir, ce que c'est le crédit vendeur? Donc le crédit vendeur, c'est le cédant qui va nous faire crédit sur un montant, une partie de son entreprise. On entend beaucoup du 100% crédit vendeur, donc pas besoin de passer par la banque. Moi, je l'ai jamais vu. Peut-être que ça arrive, comme sur du 110% aujourd'hui en immeuble, ça arrive de temps en temps. Moi, je l'ai eu sur mon immeuble il y a pas si longtemps que ça. Voilà, ça reste. En fait, je me dis que si la personne elle accepte de vendre en 100% crédit vendeur, soit qu'il y a un loup derrière, soit l'entreprise, on la paye trop cher, soit je sais pas. Il a vraiment pas besoin de cash tout de suite. Mais bon, quand tu vends. C'est que souvent que tu as envie de disposer de ton argent. Il a envie de se dire, c'est pas grave, je vais récupérer mon argent en 5 ans. Ah non, en fait, s'il peut avoir son cash tout de suite, il prend son cash tout de suite. Donc ça peut être structuré une petite partie du crédit vendeur, mais là encore, il y a une façon de l'amener dans la négo. Négocier sur le BE, avoir un EBE en dessous de x3, là on est large pour rembourser. Ça c'est vraiment pas mal. Ou négocier sur le stock, il y a plein de choses qu'on peut négocier. L'accompagnement, voilà. Ouais, sur la partie accompagnement, toi tu conseilles que... Les murs aussi. Ok. Je pense à ça. Mais si l'entreprise est propriétaire des murs. Exactement. Ça peut être négocier l'achat des murs en crédit bail ou des choses comme ça. Ok. Et sur la partie accompagnement, aujourd'hui, tu dirais qu'il faut combien de temps, dans l'idéal,
il faut être accompagné combien de temps par le cédant pour la phase de transition? Alors si l'entreprise est quand même bien structurée, que il est quasiment pas dans l'opérationnel, en 1 ou 2 mois, même lui te dira, ouais, je viens qu'une journée par semaine, de toute façon je vais pas vous apprendre grand-chose. Par contre, si ça tourne beaucoup autour du cédant, entre 2 et 4 mois, c'est bien. Après, des fois ça crée des conflits. C'est compliqué aussi pour les salariés, ça fait plus trop à qui comment se positionner. s'adresser. Donc, plus vite c'est fait, mieux c'est. Faut aussi prendre le temps s'il y a aucun process en place. Moi, je suis en train de former des personnes qui vont se spécialiser, alors des OBM, c'est des bras droits des dirigeants, qui vont se spécialiser dans la reprise. Et le but, c'est en fait qu'elles arrivent avant qu'on fasse la reprise. Elles mettent tous les process en place, les KPI, tous les tableaux, tout ce qui est, voilà, vraiment tous les process de la boîte. Et qu'elles commencent un peu avant l'achat, une fois qu'on a signé le protocole, qu'on est quasiment sûr. Et ça coûte pas si cher que ça à faire. Et au moins, on arrive et il y a déjà une bonne partie de faite. Et puis ensuite, elles continuent avec nous pour mettre en place ce qu'on veut faire et continuer les process si c'est pas fini, quoi. Ok. Mais généralement, sur 2-3 mois, elles font leur mission et du coup... ça permet d'assurer la transition et d'avoir voilà. les lignes directrices des chiffres, quoi. Les grandes lignes. Ok. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça. Donc, ouais. Ok. De la même façon où en IMO, moi quand tu t'intéresses à un bien, tu dois toujours, tu creuses, tu vois, pourquoi tu vends, c'est quoi en gros, c'est quoi les raisons de la vente, depuis combien de temps c'est en vente, est-ce qu'il y a il y a toute une liste de questions. C'est quoi, toi, les questions types que tu vas poser à quelqu'un qui vend? Bah, c'est pareil, on va chercher pourquoi il vend. Et selon le profil qu'on a en face, on va adapter. Peut-être que ça sera quelqu'un qui a besoin de la meilleure offre et qui voudra le plus d'argent possible. Ça va être peut-être quelqu'un qui va se dire, bah moi mes salariés, j'y tiens. Donc je veux quelqu'un qui en prenne soin, pas qui va venir et qui va aller virer la moitié ou leur dire bah on se bouge maintenant. On essaye de sortir de la rentabilité. Ça peut être aussi une question de bah, j'ai envie que vous soyez dans l'opérationnel, je veux pas que vous mettiez n'importe qui. Il y en a beaucoup qui veulent pas d'investisseurs. Oui, parce que souvent, comme les gens le disent, ça se retrouve beaucoup ce discours-là chez les entrepreneurs. C'est mon bébé, tu vois. Voilà. Le fameux c'est mon bébé. Exactement. Les gens, ils ont mis corps et âme pendant des décennies peut-être. Donc il y a le côté émotionnel, je pense, sur lequel il faut être assez vigilant. Bah forcément, ils veulent pas vendre leur bébé à n'importe qui. Donc là, il va y avoir des jeux de séduction quand même pour plaire aux cédants. C'est valable aussi en immobilier. Quand vous avez affaire à un particulier, un vendeur particulier, caressez-le dans le sens du poil. Voilà. Faut vraiment, c'est hyper important parce que il y a une attache émotionnelle qui est là, quoi. Lui montrer vraiment que vous vous intéressez à l'entreprise lui-même, vous n'êtes pas là que pour regarder les chiffres et la rentabilité. Ça va vraiment le rassurer. Donc, de toute façon, après, c'est de l'empathie, c'est de la relation, c'est de l'humain, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est être empathique avec lui, comprendre que il a galéré pendant 20 ans à monter sa boîte et que bah oui, il a pas envie de la vendre pour une bouchée de pain. Des fois, il n'y a pas beaucoup de rentabilité sur leur entreprise, donc faut essayer de leur faire comprendre que peut-être c'est de la merde. Non, bah pas dit comme ça, mais de leur dire que peut-être que la banque derrière, bah elle suivra pas en fait. Donc, pas à ce prix-là en tout cas. Peut-être d'aller voir un courtier ou expliquer avec le comptable la capacité d'autofinancement de la banque, ce qu'elle va de l'entreprise, est-ce que la banque va regarder. Parce qu'eux, ils en savent rien en fait. C'est pas non plus, c'est la première fois qu'ils vendent leur entreprise. Pour certains, ils sont rodés. C'est pas la première qu'ils vendent, mais il y en a beaucoup quand même. Arrivés à 60 ans, ils ont jamais fait le processus et ils ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pour ça qu'on existe en fait. C'est pour ça qu'il y a des intermédiaires qui aident. À cette phase de vente aussi. Ouais, non, mais c'est bien. C'est sûr que comme tu dis, quelqu'un qui a monté sa boîte, qui l'a pilotée pendant des décennies. Oui, le jour où il revend, au final, il n'a jamais été confronté à cette problématique. Bah non, il y a des étapes quand même. On a beau être accompagné par un avocat, un expert comptable, on peut pas les appeler tous les jours pour leur dire et qu'est-ce que je dois faire là maintenant. C'est pour ça en fait. Le coup de fil, c'est 500 balles. Tu réfléchis avant de poser ta question. Donc en fait, pour pas aller dans le flou, c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un qui va vous expliquer toutes ces étapes. D'ailleurs, je peux les expliquer rapidement. Ouais, vas-y. Bah déjà, du coup, côté repreneur, je vais les expliquer.
même si il peut peut-être y avoir des cédants ici. On va donc avoir la partie sourcing. On va commencer par définir le projet, puis trouver les entreprises. Une fois qu'on a trouvé l'entreprise, on va passer à l'évaluation. Donc, qu'est-ce que je peux proposer? Audit, quoi, ouais. Voilà, pas la partie audit. On va vraiment évaluer l'entreprise, juste combien je peux proposer. Donc, on va faire 1 ou 2 rendez-vous avec le cédant pour lui poser des questions, pour affiner notre évaluation. Ensuite, bah là, on entame un petit peu les négociations parce qu'on va essayer de se mettre d'accord sur un prix et sur notre offre et les conditions de l'offre. Ensuite, si on arrive à se mettre d'accord, donc c'est là qu'on rédige la lettre d'intention, la LOI. C'est là qu'on commence déjà les démarches avec l'avocat. L'expert comptable, normalement, est déjà rentré un peu avant parce que moi, j'aime bien quand même aller lui demander. Là, pour le coup, on le fait déjà dans le mastermind, mais avant d'avoir mon mastermind, c'est bien d'avoir un petit coup de fil à son comptable qui regarde le bilan et qui dit est-ce que t'es ok avec ma valo quand même? Est-ce que t'as rien vu dans les chiffres d'anormal? Voilà. Donc on fait la LOI. Si elle est acceptée, ensuite on va commencer à faire des audits sur l'entreprise. Donc c'est là qu'arrive la phase vraiment d'audit approfondi. Donc c'est la due diligence qu'on appelle. On va aller regarder en profondeur les bilans comptables. Donc votre expert comptable là va être dans l'opérationnel pour aller regarder tout ce qui est chiffres. Vous allez auditer le social, tous les contrats, les salariés, est-ce que on paye bien les trajets, est-ce qu'on paye bien les repas du midi, des choses comme ça. J'en ai vu où les trajets n'étaient pas payés, ils sont arrivés, ils ont dû payer 30 000 balles d'un coup, quoi. Bah ouais. Il y a des choses vraiment, voilà, faut faire attention. Tout ce qui est juridique, les contrats avec les fournisseurs. Des fois, il y a des clauses importantes dedans en cas de changement de gérant. Donc, s'il vend, le fournisseur peut mettre, ou le client peut mettre fin au contrat. Alors là, pour le coup, si vous perdez un gros client ou un gros fournisseur, est-ce que le fournisseur il est remplaçable? Est-ce que le client, c'est plus de 20% du chiffre d'affaires? Éplucher de fond en comble. Voilà. Mais ça, c'est des questions normalement qu'on a déjà posées un peu avant. Mais les contrats, ils savent pas si dedans c'est marqué ça. Ils ont jamais fait attention, personne ne lit jamais les contrats. Donc là, l'avocat a du pain sur la planche. Plus il y a de salariés, plus il y a de fournisseurs, de clients, de contrats, plus elle aura du travail, et plus ça va coûter cher. Et donc, en parallèle, on va rédiger le protocole d'accord. Donc ça, c'est le document officiel qu'on signera à la fin. Et donc, on va commencer là à mettre toutes les conditions. C'est comme le compromis de vente. Exactement. Et donc, si on a déjà bien bossé avant sur la LOI, normalement, on retrouve à peu près les mêmes conditions. Offre d'achat. Ouais, c'est vraiment le même. Ouais, c'est vraiment pareil. Ça n'a pas les mêmes noms. Donc, le protocole d'accord. La GAP aussi, c'est la garantie d'actifs et de passifs. Donc là, on va garantir ce qui était fait avant par le cédant. Donc, ça veut dire que moi, demain, je reprends l'entreprise. On va dire qu'il a été fraudé, qu'il doit de l'argent à l'URSSAF, voilà, un contrôle fiscal, ça vient pas de nous. Et ben on va prendre l'argent dans cette garantie. Donc pareil sur des constructeurs de maisons, il y a des défauts, c'est pas toi qui vas payer, ça va être ça date de lui, donc ça va être pris dans cette garantie. Donc généralement c'est 30% du montant qu'on séquestre ou qu'on met en garantie à la banque. Donc là pareil c'est un truc imbuvable qui fait des pages. Où on est content d'avoir un bon avocat parce que faut le lire, mais ouais, c'est imbuvable. Ouais, c'est imbuvable. Voilà. Donc on a donc le protocole, la GAP, et puis ensuite on termine les audits si c'est pas fini. On va chercher notre financement. Entre-temps, généralement, ils demandent au moins que le protocole d'accord soit signé. Le délai pour aller chercher. Ça dépend de la taille de boîte, si c'est des délégations en agence ou pas. Chercher des boîtes assez grosses, hein, donc ça peut être du 2-3 mois minimum. Le temps que ça parte au siège, qu'on ait des retours. Et encore plus si y a, je sais pas, un investissement qui rentre dedans, ou voilà, il faut aller chercher des investisseurs, tout ça, c'est encore plus long. Moi, je conseille vraiment de prendre un courtier pro qui est spécialisé dedans, qui va vous dire dès le début si le dossier va passer. Il y en a qui vous diront rien, il y en a qui seront vraiment bien structurés, puis il y a la structuration, faut mettre la holding en place, tout ça. Donc voilà, pas mal de choses à penser. Et puis ensuite, financement. Donc on a débloqué toutes les conditions suspensives qu'on avait mis dans le protocole. Donc la plus grosse, ça reste le financement. Hein. Et puis on peut signer après. Donc là, c'est le closing. Donc si tu vois, tu devais timer entre le moment où tu fais faire ton cahier des charges avec ton
client, on va dire, pour trouver la boîte et le moment où il devient propriétaire de la boîte? Est-ce que tu as des grandes lignes? Bah, on a minimum 6 mois quand même. Ouais. Sur des petites boîtes, ça va plus vite, hein, parce que des fois, il y a pas beaucoup de financement, des choses comme ça. Sur du sourcing, c'est pareil, hein, on peut tomber au bout d'une semaine sur des très belles Il y boîtes. a beaucoup d'annonces. Ça dépend des domaines, tu vas me dire. Mais... Ouais, ça dépend des domaines, ça dépend des secteurs, si t'es flexible dans toute la France ou si tu veux vraiment rester à une l'échelle demi-heure locale, de chez toi, pas forcément, il y aura peut-être moins de chances de trouver rapidement. Les repreneurs vont vite chercher 1 heure et demie autour de chez eux. Voilà, il y en a qui ont trouvé très rapidement, j'en connais, qui ont repris, c'était la première boîte, ils sont tombés dessus bingo, quoi. Et bingo. Là-dessus, c'est un peu la chance aussi de chacun, même si voilà, je crois pas toujours en la chance, faut se donner les moyens. Il faut provoquer, ça c'est Voilà, clair. ça peut être, il y en a qui tombent sur des annonces dessus. Moi, sur les annonces, j'ai jamais eu une entreprise rentable que je voulais, hein. Jamais. Toutes celles intéressantes que j'ai eues, c'était généralement en réseau, quoi. Ouais, Rester que sur les annonces, ça sert à rien. Et vous allez attendre longtemps. Donc, tant qu'on n'est pas prêt à faire des démarches proactives pour aller chercher les entreprises, ça peut être long. C'est comme un IMO. Non, mais il y a Faut que tu ne vraiment bouges pas le beaucoup cul. de Non, mais c'est vrai, relances, c'est ouf. Après, l'IMO reste, à mon sens, de l'entrepreneuriat en tant que tel. Oui, parce que derrière, toute la gestion locative et tout, c'est pareil, hein. Donc voilà, mais c'est sûr que quand j'entends des discours, je trouve pas. Je dis, mais d'un côté, ok, enfin, il y a des techniques de chasse à travers des plateformes spécialisées qui vont te permettre de filtrer à fond et d'avoir la crème de la crème. Mais il y a un moment, si tu vas pas sur le terrain, les meilleures opportunités, c'est du off-market. Il faut aller faire des offres, hein. Des fois, ça passe, hein. Là, c'est un peu pareil. Des fois, on voit des prix trop hauts. Faut se dire, bah non, bah, je vais tenter une offre plus basse et peut-être que lui, il en aura marre et que tu seras le troisième à passer et du coup, il va accepter l'offre. Là, moi, j'en ai eu sur une entreprise de marketing que j'ai à vendre. J'ai eu une offre il y a 2 semaines qui était pas tant que ça en dessous du chiffre, et sauf que c'était la première là qu'il venait d'avoir. Donc, bah, forcément, il a refusé. Mais si dans 6 mois, il a pas eu Je pense qu'il est quand même pressé de vendre. Donc, marketing, c'est un centre d'appel. Donc, s'il y arrive, ça peut faire peur. Plus il attend, plus il va finir par baisser si il y a des fois, il y a dedans. un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, comme on dit. Ouais. Mais après, voilà, c'est compliqué de... Voilà, comme si on est le premier, hein, c'est plus compliqué. Ok. On arrive doucement sur la fin de ce podcast. C'est quoi, toi, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui hésite justement à se lancer sur une reprise d'entreprise? Admettons que là, il y a des auditeurs qui aient de l'apport. Toi, aujourd'hui, allez, on va prendre on va essayer de faire un cas de figure. Tu as quelqu'un qui est salarié dans un domaine avec une expertise qui se dit ce serait peut-être bien que je sois mon propre patron, tu vois. Voilà, déjà une chose, faut avoir envie d'être entrepreneur. Ouais, non mais voilà. Parce que la personne qui a pas forcément envie, qui se sent pas trop de manager, de diriger, de gérer les problématiques, gérer le stress d'être dirigeant, Ouais, c'est clair. C'est peut-être pas la meilleure idée. Non. Faites de l'IMO, Ça sera peut-être moins stressant, mais là encore pour qui déjà c'est stressant, ouais. Donc voilà. Mais voilà, on va dire que les planètes sont alignées, la personne, elle se sent les capacités A. C'est quoi le meilleur conseil ou les conseils en général? Pour moi, il faut se former. Enfin là, rien que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est un mini format de tous les exemples des erreurs possibles. Et du coup, être accompagné par des personnes qui ont vécu ces erreurs ou voilà, qui les rencontrent au quotidien, ça reste primordial. Puis là, on parle de très gros sous, hein. Ouais, voilà, si vous voulez pas perdre du temps et de l'argent, clairement, moi j'en ai vu, j'ai eu une personne la semaine dernière au téléphone qui m'a dit non, mais je me forme tout seul avec les vidéos YouTube et tout. Il sait que c'est plus long, qu'il va perdre de l'argent, mais il dit j'aime bien m'auto-former. J'ai des profils comme ça sur du coaching IMO. Je dis, ok, t'es prêt. En fait, moi, c'est ce que je leur dis. Je dis, dans ce cas-là, t'es prêt à apprendre de tes propres erreurs, mais tu vas perdre du temps et tu vas perdre de l'argent. Et potentiellement des sommes beaucoup plus importantes que si t'étais passé par mes services pour monter en compétences, quoi. Il y a un truc aussi, juste prendre une formation, c'est exactement pareil en IMO, on passe pas à l'action. Alors quelqu'un en accompagnement, qui vous dit, là, celle-là, vas-y, fonce. Enfin, c'est quand même juste rassurant d'avoir un pro derrière qui te dit, même là, si c'est pas moi, avoir l'expert comptable en coaching qui te dit, ouais, les chiffres ils sont bons, l'avocate tout est ouvert. Derrière, t'es quand même plus serein de te dire, je vais quand même aller l'acheter 1 million, je vais l'acheter 250 000 euros sur la table. C'est avoir, c'est un mentor, hein, au-dessus de soi, qui est là pour valider, on va dire, les décisions. En
en fait, ça fait toute la diff. Moi, la semaine dernière, j'en ai parlé dans l'épisode de cette semaine, mais j'ai un élève là qui avait une pépite. Je lui dis, déjà, fonce en visite, parce que vraiment, sur le papier, c'est vraiment pas mal. On avait décortiqué l'annonce ensemble, et suite à la visite, il me dit, Jérôme, on rebalaye le projet. Je dis, en fait, te pose pas 36 000 questions, là. C'est ça. Vas-y, t'envoies. Et mine de rien, c'est vrai que c'est rassurant d'avoir quelqu'un de compétent à ses côtés pour éviter de faire des erreurs, pour savoir saisir des opportunités aussi, arrêter de se faire des nœuds au cerveau quand il n'y a pas lieu. Donc, ok. Puis après, c'est pas pour vendre mon accompagnement, hein, parce que n'importe quelle formation, après, on a tous des choses différentes. Certains vont vendre des crédits vendeurs, certains vont... Mais il y a quand même un gap entre le faire tout seul on est d'accord. Et le faire accompagner, surtout sur des choses avec des gros montants comme ça, des changements de vie, des reconversions. Et puis sur la croissance externe, moi je trouve que c'est quand même un des meilleurs leviers pour aller chercher de l'acquisition et développer son entreprise. Enfin, on regarde tous les grosses entreprises aujourd'hui, LVMH, toutes les grosses entreprises, c'est de la croissance externe qu'ils font. Donc il y a pas meilleur levier d'acquisition en fait. La croissance externe. Donc si vous avez déjà une boîte... Ah oui, du coup, je sais pas, on l'a expliqué, non? Croissance externe, je sais pas si on l'a développé, mais tu m'arrêtes si je me trompe. Comme ça va tester mes connaissances. Elle va m'arrêter dès le début. Grosso modo, vous avez une boîte. Je dis, allez, on va prendre un exemple très simple dans le bâtiment. Vous êtes, je trouve un bon exemple, électricien, plombier. C'est peut-être pas le bon exemple. Je suis en train de m'embourber. Et vous allez essayer de racheter une boîte de plaquisterie. Et c'est pas trop mal, c'est pas trop déconnant. Comme ça, en fait, l'idée c'est de créer un petit écosystème, en fait, de potentiellement un premier client qui va avoir besoin sur lesquels vous allez être appelé pour faire de l'électricité ou de la plomberie. Il a peut-être aussi des besoins en plaquisterie pour refaire sa rénovation. Je vais approfondir un petit peu. Ouais. Donc, on a deux types de croissance externe. On a la croissance externe horizontale et verticale. Ok. Donc, il y en a une où du coup, on va aller faire un groupe de plusieurs secteurs d'activité différentes, qui tournent ensemble. Donc là, plomberie, menuiserie, plaquiste, pour vendre du coup à ses clients d'autres choses en complément. Ouais. Voilà. On va pouvoir agrandir, parce qu'on se dit que peut-être s'ils refont l'électricité, ils auront besoin du plaquiste derrière. Donc ça peut être une des techniques, et ça peut aussi être la deuxième, de racheter les concurrents. Dans exactement le même corps de métier. Oui, donc je rachète tous les plombiers du coin. Et donc, absorber ses concurrents, être le seul sur le marché. Et il y a vraiment ces deux techniques-là. Et ça, c'est de la croissance verticale? Alors, je confonds toujours les deux. Donc, je voudrais pas dire de bêtises. L'un, c'est l'un et l'autre, c'est l'autre. Voilà. Déjà, j'ai du mal avec croissance verticale et horizontale en vrai. Ok. Pourquoi donc, soit tu bouffes les autres, soit tu... Ouais. Mais le but, c'est toujours de constituer un groupe, un ensemble d'entreprises avec une holding au-dessus. Puis en plus, fiscalement, s'il y en a une qui est déficitaire, du coup, elle va rattraper l'impôt de l'autre. Enfin, voilà, il y a quand même des avantages fiscaux derrière. Voilà, prêter de la trésorerie à l'autre, donc la convention de trésorerie, de prêt, tout ça. Donc là, c'est pareil, c'est des montages fiscaux un peu plus avancés. Donc voilà. À se faire accompagner avec un bon fiscaliste et un très bon expert comptable, c'est le B à bas. Et puis même si on rajoute les SCI, si on a de l'argent dans les SCI ou autre, de l'entreprise, de l'excédent, on peut aller racheter de l'IMO avec. Ça passe par la holding, ça fait un petit pont, et puis la banque, et ça fait l'apport dans les excédents, voilà. dans ce qu'on a remonté. Ça, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, d'arriver alors à ces niveaux. C'est pas forcément du gros niveau, mais à ce type de raisonnement, en tout cas. L'immobilier, c'est un premier levier, c'est un premier vecteur. La reprise d'entreprise en est un autre. Alors, moi, le gros intérêt que je vais voir, c'est la rapidité de l'enrichissement, clairement. Quand en IMO, on s'enrichit sur 20 ans, même si en faisant bien les choses, on peut générer de la plus-value, etc. Bref, on arbitre aussi. Mais là, clairement, en entreprise, en 7 ans, potentiellement, si tu as racheté une boîte 1 million, en 7 ans, tu peux rembourser 1 million et encore plus, parce que si tu la développes, tu la revends plus cher, encore plus, tu as une plus-value dessus. Moi, je trouve que développer une entreprise, en plus, je trouve ça hyper intéressant quand même. Oui. Se dire, on l'a amené de ce niveau A à B et elle s'autofinance. Et en plus, on la revend plus cher. C'est à creuser en tout cas. Merci beaucoup pour ton temps, d'être venu à la maison aussi. T'as fait un petit peu de route pour des pas très loin. On est vendredi après-midi, il y aura des bouchons. Ah oui, il y aura des bouchons. Désolé. C'est pas grave. Donc j'espère que ça vous a plu ce podcast, les amis, sur un sujet un petit peu différent, mais finalement qui va quand même avoir pas mal de recoupements par rapport
à l'immobilier. Hein, il y a des traits communs, on va J'ai dire. même envie de rajouter que par rapport à l'immobilier, on a l'immobilier commercial dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, qui là se finance sur 15 ans. Et je sais pas toi si tu as l'habitude d'en parler ou pas, ou Pas spécialement. d'en faire ou d'en Non. chercher, mais c'est vrai que nous aujourd'hui avec mon conjoint, on part vraiment sur cette optique-là. On a un gros loyer qui tombe, on n'a pas de locataires à Ah, mais gérer, ils sont pas chiants, il n'y a pas je de suis taxes d'accord que foncières. sur la suite, moi, de mon Voilà. développement, ça fait partie de. Une fois qu'on a Ouais. un peu d'apport, c'est toujours pareil. Là, ils demandent de l'apport aussi, comme pour l'entreprise. Donc, ouais, ça reste moi aussi l'étape d'après, une fois qu'on a commencé par le locatif, Mm. de Et quand on bifurquer en a marre là-dessus. des locataires, enfin, ça dépend des Oui, bah, locataires. Hein. En les non, choisissant mais bien, ça minimise quand même. tout à l'heure, j'ai reçu quand même une vidéo. J'ai un pigeon qui est coincé dans la bouche d'aération des toilettes. Donc, il m'a envoyé une vidéo. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Bah, j'en sais rien, moi. Prenez votre balai, monsieur. Bah, non, je lui dis d'ouvrir la bouche d'aération. Faut bien le sortir, le pauvre. Appelez un vétérinaire. Donc, Mais ouais. donc voilà. Donc, ouais, il y a de la gestion un petit peu. Oui, oui. Bah, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais Mm. bon, il y a quand même plus de positifs que de négatifs C'est clair. dans l'ensemble, surtout sur la partie enrichissement. Exactement. Ah bah c'est sûr. Hein. Si on gagnait pas de l'argent tous les mois, on le ferait pas. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup pour ton temps. Bah, avec Et plaisir. puis je vous mettrai en dessous de l'épisode du coup le lien de ton Instagram. C'est le plus simple pour te contacter. Instagram ou LinkedIn. Eh ben on mettra les deux. Voilà, donc reprise.entreprise et Joël Rivoal sur LinkedIn. Ok. Donc voilà les amis, si vous sentez les épaules d'aller plus loin sur cette partie reprise, vous avez une experte à qui vous adresser. C'est gentil. Bon. Avec plaisir. Bonne fin de journée à toutes et tous. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye.